La trahison est une variable mathématique. Elle est le résultat inévitable de la confrontation entre le désir de pouvoir d'autrui et votre propre fragilité. Si vous vous sentez trahi aujourd'hui, ou si vous craignez de l'être demain, le diagnostic est brutal et clinique. Vous êtes puni pour avoir projeté votre éthique sur quelqu'un qui ne comprend que le langage du besoin. L'erreur de Thomas Shelby avec Michael Gray n'était pas un manque d'amour ou de famille. C'était l'erreur technique de croire que les liens du sang sont plus forts que l'ambition. Dès l'instant où vous baissez votre garde en croyant à des concepts abstraits comme la gratitude, vous signez le pacte de votre propre perte. La gratitude est un sentiment éphémère, et quiconque fonde sa sécurité sur ce que les autres ressentent pour lui, bâtit un empire sur des sables mouvants. Comprenez bien, la plupart des gens ne sont pas fondamentalement mauvais, ils sont seulement fondamentalement égoïstes. Lorsque leurs intérêts cesseront de converger avec les vôtres, la loyauté à laquelle vous tenez tant sera rejetée comme un fardeau. Ce que vous appelez être une bonne personne, le monde stratégique l'appelle être inoffensif. Et il n'y a aucune vertu à être inoffensif. Être inoffensif, c'est simplement une incapacité à réagir, déguisée en moralité. La véritable protection contre la trahison commence lorsque vous acceptez que vous serez inévitablement trahi si vous continuez à offrir l'opportunité. Le traître ne naît pas de rien. Il se nourrit de votre permissivité. Vous lui donnez l'espace, vous lui donnez les informations, vous lui accordez une confiance aveugle, et ensuite, vous vous plaignez de la trahison. C'est comme laisser la porte de la forteresse ouverte et être surpris par le butin. La douleur que vous ressentez face à la trahison ne provient pas des actions de l'autre personne, mais de l'éclatement de l'illusion que vous avez vous-même créée. Vous êtes tombé amoureux du masque que portait cette personne et maintenant vous pleurez parce que son vrai visage a été révélé. Mais ce visage a toujours été là. Les intentions ont toujours été là. Vous avez simplement choisi de vous mentir à vous-même parce que la vérité exige de la vigilance. Et la vigilance est épuisante. L'individu moyen préfère le confort des mensonges à la tension de l'alerte. Il veut croire que Grace Burgess l'aime plus que son devoir, car accepter le contraire signifierait vivre dans un danger permanent. Or, la réalité est que le danger est toujours présent. La paix n'est qu'un intervalle entre deux conflits. Si vous ne le comprenez pas, vous n'êtes pas un stratège. Vous êtes une proie attendant son heure. La morale réactive, celle qui attend le coup pour ensuite déplorer et se venger, est la marque des faibles. Le souverain ne venge pas la trahison. Il la rend impossible ou insignifiante. Il n'est pas surpris lorsqu'un allié change de camp, car il a préparé ce coup des mois à l'avance. Le défaut invisible qui ronge votre force est votre besoin d'être aimé ou validé par vos pairs. Cette soif d'approbation crée d'immenses angles morts. Vous désirez tellement la loyauté d'autrui que vous ignorez qu'il aspire à quelque chose que vous ne pouvez lui donner ou qu'il compte vous prendre. La trahison de Michael Gray s'est écrite au moment même où Shelby lui a permis de goûter au pouvoir sans instaurer de lien de dépendance. Quand on donne tout à quelqu'un, on le prive de tout besoin de loyauté. Sans besoin, point de loyauté, seulement une opportunité. Cessez de voir la trahison comme une tragédie grecque et commencez à la considérer comme une défaillance systémique. Si le système est vulnérable, il sera percé. Si votre entourage manque de mécanismes de contrôle, il sera corrompu. Le monde ne punit pas les méchants, il punit les impréparés. Ce que vous appelez confiance n'est souvent qu'une forme de paresse intellectuelle. Il est plus facile de faire aveuglément confiance que d'analyser froidement le comportement d'autrui. Il est plus facile de croire sur parole que de vérifier ses actes. Et c'est là que presque tout le monde perd le contrôle. On croit que le temps passé ensemble engendre la sécurité. Machiavel nous met en garde. L'homme oublie plus vite la mort de son père que la perte de son héritage. Si votre présence devient un obstacle à l'épanouissement de quelqu'un, peu importe la durée de votre amitié, le coup sera porté. Et il viendra de celui qui détient la clé de votre vie. La trahison blesse profondément car le traître est suffisamment proche pour atteindre un point sensible. Un ennemi lointain ne peut vous blesser qu'en surface. Seul un ami peut vous détruire de l'intérieur. Par conséquent, le premier changement de perspective à opérer est de cesser de chercher des coupables et de commencer à analyser les failles que vous avez laissées.
Vous avez été trahi car il était possible de vous trahir sans conséquences immédiates. Vous avez été trahi car le prix de la loyauté est devenu supérieur au bénéfice de la trahison pour l'autre partie. C'est une analyse clinique et froide, dénuée de toute sentimentalité. Tant que vous continuerez à réagir émotionnellement, vous resterez un jouet entre les mains de quelqu'un de plus froid que vous. La souveraineté mentale exige que vous examiniez votre entourage. Les personnes qui partagent votre table, celles avec qui vous confiez vos projets, celles qui connaissent vos faiblesses, et que vous vous demandiez « Qu'est-ce qui empêche cette personne de me nuire aujourd'hui ?» Si votre réponse est « son amour pour moi » ou la considération qu'elle a pour moi, vous êtes déjà vaincu. Ce sont les défenses les plus fragiles de la nature humaine. Le seul véritable rempart contre la trahison est l'impossibilité stratégique de vous trahir. C'est lorsque l'autre personne sait qu'attaquer est un suicide ou que rester à vos côtés est la seule façon pour elle de continuer à progresser. En dehors de cela, tout n'est qu'illusion. Et l'illusion est le terreau de la mort. Vous devez comprendre que la trahison est un outil d'ascension pour les médiocres. Ceux qui n'ont pas le mérite de bâtir leur propre château tenteront d'occuper le vôtre. Et ils le feront en souriant, en vous serrant dans leurs bras, en vous jurant fidélité. Grace Burgess n'a pas trahi Shelby par haine. Elle l'a trahi pour une cause qui le dépassait. Michael n'a pas trahi par malice, mais parce qu'il estimait que son tour de diriger était venu. La trahison est toujours logique du point de vue du traître. Si vous ne percevez pas cette logique avant qu'elle ne soit mise à exécution, vous êtes responsable de votre propre chute. Le diagnostic de votre échec est votre naïveté déguisée en vertu. Vous croyez que le monde devrait être juste envers vous parce que vous êtes juste envers le monde. Le monde n'est pas juste. Le monde est un jeu de force en tension constante. Et la force qui ne se protège pas se dissipe. La force qui s'expose trop s'épuise. Maintenant que vous comprenez que la faute ne réside pas dans l'autre, mais dans votre vision de la réalité, vous êtes prêt à cesser d'être la victime et à devenir l'analyste. Le choc de la réalité est passé. Le bandeau est tombé. Vous réalisez maintenant que votre conception de l'amitié, de la famille et du partenariat reposait sur un romantisme infantile que Machiavel réduirait à néant en une phrase. Mais il ne suffit pas de savoir que vous êtes en danger. Vous devez comprendre comment. Il vous faut décrypter les mécanismes du traître avant de passer à l'acte. Car la trahison n'est jamais soudaine. C'est une construction silencieuse, un murmure qui s'amplifie pendant votre sommeil. Si vous voulez cesser d'être la cible, vous devez apprendre à décrypter les codes cachés des interactions humaines. Car ce qui se passe en surface n'est qu'une diversion. Le véritable enjeu se joue là où vous ne regardez pas. Et c'est là que commence la partie la plus dangereuse. Rien n'est soudain. La trahison de Michael Gray n'a pas commencé par une proposition commerciale dans un bureau. Elle a débuté des mois plus tôt, dans le silence d'un ressentiment insoupçonné. Pour vous protéger, il faut cesser d'écouter ce que les gens disent et commencer à comprendre leurs besoins. La psychologie humaine est régie par une loi immuable, la loi de nécessité. On vous est loyal tant que vous représentez la meilleure solution à leurs problèmes ou le chemin le plus court vers leurs désirs. Dès que cette équation change, la loyauté s'évapore. Comprendre les rouages cachés de la réalité, c'est accepter que chaque allié porte en lui un traître latent, attendant les conditions idéales pour se réveiller. Imaginez votre cercle social comme un écosystème. Il n'y a pas d'amis ni d'ennemis au sens romantique du terme, seulement des acteurs en quête de territoire, de sécurité et de statut. Le traître est celui qui, à un moment donné, a calculé que le coût de votre maintien au pouvoir était devenu supérieur au bénéfice de votre destitution. Et voici l'erreur que presque tout le monde commet. Chercher des signes de haine. Mais la trahison est rarement motivée par la haine. Elle est plutôt motivée par l'opportunisme. Grace Burgess n'a pas trahi Thomas Shelby par haine. Elle l'a trahi parce que son sens du devoir et son ancienne identité l'emportaient sur une passion passagère. Elle était une infiltrée car la structure qui la soutenait était plus puissante que l'homme qui la fascinait. Si vous ne comprenez pas ce qui fonde l'identité de ceux qui vous entourent,
Vous ne saurez jamais pour qui il travaille réellement. Chacun travaille pour un maître caché, ambition, peur, ressentiment ou besoin de faire ses preuves. Le traître silencieux laisse toujours des traces, mais ce sont des traces psychologiques, non physiques. J'appelle cela le traceur de ressentiment. Le ressentiment est le carburant de la trahison. Il s'accumule lentement. Tout commence par une plaisanterie blessante pour un subordonné. Cela se poursuit par le fait de ne pas reconnaître le mérite d'une idée qui lui était propre. Et cela finit par le sentiment d'être un obstacle à son génie. Michael Gray a commencé à trahir Shelby dès l'instant où il s'est cru plus intelligent que son maître, tout en continuant d'être traité comme un apprenti. L'ego est une bête vorace, et si vous ne savez ni le nourrir ni le contenir, il vous mordra la main qui le tient. Ce que personne ne réalise, c'est que le traître demande généralement la permission de vous trahir. Il le fait par de petits tests de limite. Il désobéit à un ordre mineur, retarde une livraison, fait une remarque sarcastique en public pour jauger votre réaction. Si vous ne coupez pas court à cette micro-agression, vous lui faites comprendre que le terrain est libre pour des incursions plus importantes. L'impunité est la plus grande incitation à la déloyauté. Lorsque vous pardonnez une petite trahison sans une riposte stratégique d'une ampleur équivalente, vous n'êtes pas bienveillant. Vous encouragez l'autre personne à vous trahir professionnellement. La réalité nous montre que la confiance ne doit pas être une soumission totale, mais un prêt assorti de garanties réelles. Dans le théâtre du pouvoir, les masques se collent à la sueur du poignet, fruit d'un besoin mutuel. Si ce besoin disparaît, le masque tombe. Prenons l'exemple de la forteresse. La plupart des gens passent leur temps à renforcer les remparts extérieurs contre leurs ennemis déclarés, oubliant de surveiller qui détient les clés des portes intérieures. La trahison est toujours une opération interne, une affaire de l'intérieur. Elle exige la proximité. Elle exige que l'agresseur connaisse vos habitudes, vos faiblesses, et surtout, ce qui vous fait baisser votre garde. C'est là qu'intervient le concept clinique de projection de vulnérabilité. Partager une faiblesse avec quelqu'un pour créer une intimité, c'est en réalité lui tendre le couteau et le pointer sur sa propre poitrine. Dans l'univers de Machiavel, l'intimité est une vulnérabilité stratégique. Thomas Shelby, en quête d'un refuge auprès de Grace, oubliait qu'un espion ne cesse jamais d'être un espion simplement parce qu'il est tombé amoureux. La fonction biologique du prédateur est de repérer la faille dans l'armure. Si vous exposez une faille, vous suscitez l'instinct d'attaque, même chez quelqu'un que vous considérez comme un allié. Mais le pire reste à venir. Le cœur même de la trahison réside dans l'inversion de la dette morale. Pour supporter son propre reflet, le traître a besoin de vous transformer en méchant de son histoire. Il commence à recenser vos erreurs, à déformer vos propos et à construire un récit où vous l'auriez forcé à agir ainsi. La trahison est l'acte final d'un processus de déshumanisation qu'il vous inflige mentalement. Lorsque Michael décide que Thomas est un dirigeant dépassé et dangereux pour l'entreprise, il ne recherche pas seulement le pouvoir. Il justifie sa déloyauté comme un acte de salut. Le traître se perçoit toujours comme un héros ou une victime, jamais comme un traître. Si vous remarquez qu'une personne de votre entourage adopte une posture de victime constante ou se livre à une critique morale excessive, sachez que le terrain est préparé pour le coup fatal. Cette personne se forge une justification morale pour vous poignarder dans le dos. C'est à ce moment précis que presque tout le monde perd le contrôle de la situation. On tente de se justifier, d'être encore plus aimable, de reconquérir la personne. C'est un suicide stratégique. Quiconque essaie de convaincre le traître de ne pas trahir ne fait que démontrer sa faiblesse et accélérer le processus. Le seul moyen de briser le mécanisme de la trahison est de démontrer qu'elle est économiquement et personnellement non viable. Il faut être comme un système d'exploitation qui détecte le virus avant qu'il n'exécute le code. Le code de la trahison est composé d'intérêts personnels, d'opportunités et d'absence de peur. Si l'on supprime l'opportunité ou si l'on inspire la peur des conséquences, l'intérêt personnel reste latent, mais inoffensif. Ce que personne ne vous dit, c'est que le pouvoir ne se possède pas, il se déploie par l'intermédiaire d'autrui. Et si ces autres ont le sentiment que leur pouvoir émane de votre faiblesse et non de votre force, la hiérarchie s'inverse. Le traître est simplement celui qui a perçu ce renversement avant vous.
Ils ont compris que vous dépendiez davantage d'eux qu'ils ne dépendaient de vous. La dépendance est le ciment de la loyauté. Une fois brisée, elle libère toute la puissance du danger. Imaginez une analogie architecturale. Votre cercle doit être construit en couches concentriques. Au centre, vous seul et vos intérêts non négociables. À la périphérie, des personnes qui servent des objectifs précis. L'erreur fatale est de faire passer des personnes de la périphérie au centre sans qu'elles aient été mises à l'épreuve. Vous faites confiance par besoin de réconfort. Et ce réconfort est le pire ennemi de la clarté stratégique. La trahison est le prix que les insouciants paient pour le confort de ne pas avoir à veiller. C'est le prix de la naïveté. En décryptant ces mécanismes, vous commencez à percevoir le monde non plus comme un lieu d'affection, mais comme un échiquier de pression et de contrepoids. Vous commencez à comprendre que l'ombre de Michael Gray plane sur chaque partenaire commercial trop ambitieux et que le silence de Grace Burgess peut dissimuler des missions dont vous ignorez tout. La réalité est froide, clinique et dépourvue de toute garantie morale. Vous êtes cerné par des forces expansionnistes. Et si vous n'êtes pas la force dominante, vous deviendrez la cible d'un autre. Mais savoir décrypter l'ennemi intérieur ne représente que la moitié du combat. Inutile de cartographier les flammes si vous ne savez pas vous en prémunir. La véritable maîtrise ne réside pas seulement dans la capacité à déceler les traîtres, mais aussi dans la construction d'une existence où toute tentative de trahison est la pire erreur qui soit. Il ne s'agit pas seulement de survivre à un coup. Il faut que ce coup se retourne contre celui qui l'a porté et le détruise. Pour cela, il vous faut abandonner votre rôle d'analyste et revêtir l'armure du souverain. Il est temps de transformer la connaissance de la trahison en un avantage compétitif absolu, de créer un bouclier qui ne dépend pas de la bienveillance d'autrui, mais de votre propre structure de pouvoir. Commence alors la partie la plus puissante, où vous cessez d'observer le jeu et devenez celui qui définit les règles et le destin de ceux qui osent les défier. La véritable maîtrise ne réside pas dans une paranoïa constante, mais dans la construction d'une vie où la trahison devient une erreur fatale pour celui qui s'y risque. Le souverain n'est pas celui qui n'a jamais été trahi, mais celui qui, frappé, découvre que le traître s'est tranché la gorge en essayant de le frapper. L'ascension du stratège commence dès l'instant où l'on tue son besoin d'être compris et accepté, pour le remplacer par celui d'être respecté et indispensable. Dans le jeu des ombres, votre meilleure armure n'est pas un gilet pare-balles, mais votre indispensabilité. Si vous êtes la source à laquelle les autres s'abreuvent, ils peuvent taillir votre main, mais ils n'oseront jamais mordre le bras qui tient la coupe. Thomas Shelby n'a pas survécu à ces traîtres parce qu'il était le plus bon, mais parce qu'il s'est assuré que le monde autour de lui s'effondrerait s'il venait à disparaître. La souveraineté est l'état d'esprit où l'on cesse de réagir au comportement d'autrui et où l'on commence à dicter les conditions dans lesquelles ce comportement se manifeste. Pour atteindre ce niveau, il faut adopter une posture clinique d'isolement stratégique. Cela ne signifie pas vivre reclus dans une grotte, mais maintenir une distance émotionnelle saine, même au milieu d'une foule. Le stratège performant navigue avec la même aisance entre alliés et ennemis, car il ne laisse personne dicter son point d'ancrage. Quand on ne dépend pas émotionnellement de la validation d'un Michael Gray ou de l'approbation d'une Grace Burgess, leur pouvoir sur vous est réduit à néant. La trahison ne blesse que là où il y a attachement. Là où il n'y a que stratégie, il n'y a que réajustement. Il faut devenir un fin connaisseur de la nature humaine, en comprenant que la gestion de la dépendance est l'arme la plus puissante d'un leader. Machiavel nous a appris qu'il est bien plus sûr d'être craint qu'aimé. Mais le secret réside dans le fait que cette peur n'est pas une terreur physique, mais la peur de la perte. Le souverain fait en sorte que ses alliés aient le sentiment que leur succès découle directement de leur loyauté. Si votre partenaire a le sentiment de pouvoir prospérer davantage sans vous qu'avec vous, la trahison est déjà en marche. Par conséquent, concentrez-vous sur la croissance continue et la centralisation des ressources, des informations et des relations. Devenez le pivot, le point central par lequel tout converge. Celui qui contrôle ce flux contrôle ceux qui en dépendent. Un autre pilier de la souveraineté est la dépersonnalisation du conflit. Le stratège ne prend pas la déloyauté personnellement. Si un partenaire vous trahit, il ne vous a pas trahi personnellement,
mais a trahi l'accord mutuellement avantageux. Cette vision de la réalité dissipe le brouillard de la colère et vous permet d'agir avec la froideur d'un chirurgien retirant une tumeur. La vengeance émotionnelle est un gaspillage d'énergie inutile. La riposte stratégique, en revanche, est une nécessité pour le maintien du système. Si vous laissez une trahison impunie, vous signalez au reste du groupe que la chasse à votre encontre est ouverte. Le souverain punit non par plaisir, mais par pédagogie. Il enseigne au marché et à son entourage que le prix à payer pour s'opposer à lui est prohibitif. Cela crée une aura d'inviolabilité. On cesse de vous trahir non pas parce qu'on est devenu un saint, mais parce qu'on est devenu prudent. On calcule qu'il est plus profitable d'être votre ami fidèle que votre ennemi vaincu. De plus, la souveraineté exige que vous possédiez ce que Machiavel appelle la virtu, la capacité de s'adapter aux caprices de la fortune avec rapidité et courage. Face à la trahison, l'homme ordinaire se demande « Pourquoi moi ?» Le souverain, lui, se demande « Comment puis-je utiliser cela pour accélérer mes projets ?» La trahison de Michael Gray a forcé Shelby à purger son organisation de ses faiblesses et à devenir encore plus impitoyable. Chaque coup dur reçu doit servir de test de résistance pour votre structure. Si quelque chose a cédé, c'est qu'il était fragile. Remerciez le traître d'avoir révélé la faille avant que tout ne s'effondre. Vous pouvez désormais reconstruire avec des matériaux plus solides. Votre nouvelle identité est celle d'un architecte des réalités. Vous n'êtes plus un spectateur passif des drames humains. Vous en êtes le scénariste. Vous observez les archétypes, identifiez les intérêts et positionnez les pièces du puzzle. Vous comprenez que la nature humaine est immuable, mais que les circonstances sont malléables. En maîtrisant l'art de vous protéger de la trahison, vous accédez à la plus précieuse des libertés, celle d'agir sans le poids de la peur. Vous avancez avec la confiance de celui ou celle qui sait que, quoi qu'il arrive, vous possédez les ressources intérieures nécessaires pour triompher. La résilience émotionnelle ne provient pas du repli sur soi, mais d'une telle richesse et complexité qu'aucun coup dur ne peut vous abattre. Votre manifeste de pouvoir est votre silence stratégique. Le souverain parle peu, observe tout et ne révèle que l'essentiel. Celui qui explique trop en dévoile trop. Celui qui entretient le mystère garde le contrôle. Tout au long de ce récit, nous levons les voiles de la naïveté, révélons la dure réalité et forgeons une nouvelle posture de commandement. Vous n'êtes plus celui ou celle qui a commencé à écouter ce texte. Cette personne croyait aux contes de fées sur la loyauté éternelle. Désormais, vous croyez aux résultats, aux faits et au pouvoir véritable. La trahison est inévitable pour ceux qui vivent, mais la défaite est un choix pour ceux qui pensent. Utilisez la logique de Machiavel non pour devenir un scélérat, mais pour vous assurer que les scélérats n'aient pas leur place dans votre royaume. Soyez la tempête qui nettoie le terrain et le soleil qui fait croître ce qui est solide. Votre vie est votre chef-d'œuvre stratégique, et personne, absolument personne, n'a le droit de saboter ce que vous avez bâti à la sueur de votre front. Prenez le trône de votre propre existence. Occupez l'espace qui vous appartient de droit, par votre compétence. Désormais, le monde remarquera un changement dans votre regard, votre ton de voix et votre façon de négocier. On sentira que vous savez quelque chose qu'on ignore. Et ce que vous savez, c'est que la protection ultime ne réside pas dans l'évitement de l'ennemi, mais dans une telle puissance que l'ennemi préfère être votre serviteur. Voilà le chemin de la souveraineté. C'est la leçon que Shelby a apprise à ses dépens et que Machiavel a codifiée pour l'éternité. À présent, le code est entre vos mains. La question n'est plus de savoir si vous serez trahi, mais ce qu'il restera de ceux qui oseront tenter le diable. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous faites partie de l'élite qui n'a pas peur de la vérité crue. Si ce contenu a élargi votre vision et vous a fourni de véritables outils de défense et d'attaque mentale, ne partez pas sans laisser votre empreinte. Cliquez sur « J'aime » pour que ce manifeste atteigne davantage de stratèges. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, car ce que nous avons révélé ici n'est que la partie émergée de l'iceberg. Commentez ci-dessous avec le mot « souveraine » pour que je sache qui a vraiment atteint le but et est prêt à passer au niveau supérieur. Et si vous souhaitez approfondir votre psychologie du pouvoir et votre vision stratégique,
Regardez ces autres vidéos qui apparaissent à l'écran. Elles constituent la prochaine étape logique de votre parcours vers l'excellence. Le jeu continue, et maintenant, vous êtes aux commandes.